À toutes et à tous, merci de suivre Regard croisé qui clôt le programme du soir sur New World. Ce soir, les sujets retenus par la rédaction sont le Mali où l'armée dément avoir libéré près de 200 djihadistes contre le passage des convois de carburant. Au Niger, le mandat du président Mohamed Bazoum prend fin, de l'ex-président. Le président de la République centrafricaine promet paix et sécurité pour son troisième mandat. Et puis au Togo, égalité de genre, deuxième en Afrique avec un score de 79,33%. Pour en parler sur ce plateau, Bouraïma Tchabouré. Bonsoir Bouraïma. Bonsoir à vous, grande dame. Bonsoir à Credo Tité. Bonsoir à monsieur le maire. Ici présent, oui, c'est important de le dire. Nous sommes avec une autorité. Bonsoir également à tous ceux qui nous écoutent, ou bien tous ceux qui nous suivent en ce moment, de par le monde entier. Et merci de nous avoir invités. Directeur de publication, Le Messager. Exactement. Credo Tété, bonsoir Credo. Bonsoir Étonnant et bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous suivent. Journaliste, analyste politique. C'est bien ça, merci. Georges Géo, bonsoir Georges. Bonsoir madame, bonsoir à mes aînés, Bouraïma et puis cher grand frère Tété. Et surtout, je ne manquerai pas de saluer aussi la vaillante population de Cloto 2 qui suit d'habitude les émissions de New World TV. Vice-président du parti politique Cercle des leaders émergents clés. Exactement. Même si Bouraïma l'a rappelé, vous êtes le maire de Cloto 2 également. Exactement. Alors, au Mali, devant la presse, le gouvernement dément avoir conclu un accord avec les djihadistes pour assurer l'approvisionnement en carburant. Des allégations persistantes rapportaient la libération de près de 200 djihadistes présumés contre le passage de convois. Alors, pourquoi ce démenti de Bamako, Credo? Non, je crois que l'armée malienne a bien fait de sortir de sa tanière et puis de faire ce démenti le lundi dernier, parce que ce démenti n'aurait pas été fait que ça irait vite au sein de l'opinion. On taxerait les autorités, même pas seulement l'armée malienne, mais les autorités du Mali, d'être en concubinage stratégique avec les djihadistes. Parce que l'information qui a été ventilée par l'agence France Presse citait des sources sécuritaires également. Et locales, sources sécuritaires et locales. Donc c'est assez vague du moment où on ne peut pas circonscrire la source même. Mais n'eût été cette sortie médiatique de l'armée malienne, donc je crois qu'il y aurait beaucoup de sujets à supputation. Et vous savez, la sortie même de l'armée malienne visait non seulement à lever le doute sur le fait que l'image même du Mali aurait été ternie par cette information, et également si l'armée ne faisait pas ce démenti, ça pouvait contribuer à rompre la confiance entre l'armée malienne et le peuple malien. Et qui parle de l'armée malienne parle des autorités actuelles du Mali. Donc c'est une bonne chose que les autorités maliennes aient permis au premier responsable de l'armée de faire ce démenti, parce qu'on nous parle. Et on pourra même se poser la question, comment est-ce que l'armée malienne ou bien le Mali qui prétend combattre les djihadistes, qui à un certain moment de ce combat les aurait capturés et allait allègrement les relâcher contre... Tu parles quand même de concubinage. Oui, le concubinage, donc je crois que le concubinage ne sied pas dans cette logique avec les autorités maliennes qui combattent ces djihadistes-là. Donc, moi, je m'en tiens à la déclaration de l'armée malienne et je dis il ne faudrait pas qu'on pose des actes qui puissent ternir l'image et qui puissent également hypothéquer la confiance entre l'armée, les autorités et le peuple malien. Alors, Georges, est-ce que toi, tu penses que le gouvernement ou l'armée malienne aurait dû réagir un peu plus tôt? Alors, en tout cas, je pense que les autorités maliennes aussi sont aux aguets de ces informations qui prolifèrent. Mais vous savez, pour que les autorités puissent communiquer, il y a un certain nombre de préalables qui
permet à un moment donné à l'autorité de communiquer. Oui, je peux dire que, pour rebondir un peu sur ce que Credo vient de dire, l'armée malienne a communiqué, on peut quand même se limiter à cette communication officielle. Mais en quoi faut-il savoir aussi qu'il y a aussi en ces périodes d'instabilité où il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire d'une autre manière et que le terrain aussi va guider à ce qu'il y a un certain nombre de communications qu'on ne peut pas rendre public pour que la population puisse aussi savoir un certain nombre de choses. Je voudrais m'expliquer en disant que, en fait, aujourd'hui, moi, je pense que les autorités doivent savoir que, oui, il est vrai que la population a déjà une appréhension, une compréhension des faits, mais ne pas toujours penser que cette population, à un moment donné, qu'il n'y a pas de divergence, qu'il n'y a pas des avis contraires, puisque aujourd'hui... Donc cette population doit toujours suivre les dirigeants? Non, plutôt les dirigeants doivent voir qu'est-ce qui est bon pour la population mieux que la masse, parce que ce sont les dirigeants qui dirigent la masse et non pas les opinions de la masse qui dirigent les dirigeants. Parce que vous devez savoir qu'entre-temps, ça doit être le mois de septembre-octobre, il y avait eu beaucoup de problèmes de l'année dernière, il y avait eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement de carburant. S'il devait y avoir des discussions pour que un certain nombre de blocus soient levés, pour que les Maliens puissent avoir accès à ce denrée rare qui leur permet, une matière stratégique qui leur permet de vaquer librement à leurs occupations sous forme quelconque d'échange entre les djihadistes qui sont en prison. Je ne pense pas que c'est mauvais. Donc, suivre la masse, ça va être fatal aussi pour les autorités maliennes. Aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit de dire oui, je crois que l'armée a bien fait de démentir, je crois à l'armée malienne, ou est-ce qu'il faut aller au-delà même et d'analyser le contexte dans lequel la situation se produit? Non, je crois que de façon officielle, l'armée malienne a eu à communiquer. On peut peut-être s'en tenir à ça. Mais je crois que lorsqu'il faut aller au-delà, comme vous le dites, je crois qu'il y a les zones d'ombre. Il y a les zones d'ombre parce que, monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, en octobre, en septembre, il y avait eu des soucis. Les soucis étaient là, mais il faut remarquer que un temps, peu après, 5 mois, il y a eu reprise quand même de l'approvisionnement en carburant et ça a cessé. Les attaques du Djinima a cessé, ont cessé plutôt. Et l'armée, les populations ont vaqué librement leur occupation en ce temps-là. Mais à un moment donné, ça a repris. Ça a repris et il y a eu les attaques. Les convois, les camions qui apportaient le carburant pour ravitailler Bamako ont eu des soucis. Nous l'avons vu en image. Et lorsqu'on sort, le gouvernement sort pour communiquer là-dessus, puisque à un moment donné, ça a cessé, ces derniers temps, ça a cessé, il y a eu reprise du ravitaillement. Lorsque le gouvernement sort pour communiquer là-dessus, comme je disais, d'aller au-delà, je me pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Lorsque je parle d'anguille sous roche, il faut comprendre qu'il peut y avoir des accords. Il peut y avoir des accords, parce que s'il n'a pas eu des accords, il ne pourrait pas avoir ce cheminement de carburant. En tout cas, ça c'est mon analyse. Il ne pouvait pas y avoir ce cheminement pour pouvoir permettre de ravitailler Bamako. Il peut y avoir des accords. Mais il peut s'agir également d'une forme, moi je parle d'une forme de piège, en quelque sorte, que le djinnim peut peut-être tendre. Peut peut-être tendre aux autorités, aux autorités de Bamako. Peut-être dans les négociations, on peut se dire là, l'information peut ne pas sortir, mais à partir du moment où les convois ont commencé par les djinnim peuvent sortir l'information, une manière de ternir l'image des autorités. Parce que d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement l'a dit. Il a dit que cette information, c'était une manière de ternir leur image. Mais au-delà de tout, nous comprenons que s'il n'y a pas eu accord, s'il n'y a pas eu de discussion,
il va être difficile, ou bien il serait difficile au convoi de Citène de pouvoir ravitailler Bamako. Il peut y avoir quelque chose. Qui ne dit pas toute la vérité alors dans ce contexte? Dans ce contexte, moi je pense que c'est une forme de communication. Je l'ai dit tantôt, ça peut être un piège qui a été tendu peut-être aux autorités maliennes. On s'est dit, nous pouvons faire des accords. C'est comme Credo et moi tout à l'heure, on peut faire des accords. On se dit, bon, c'est au niveau de ces accords, on ne dit rien à la sortie. Et à la sortie, moi je prends le vilain plaisir. Et l'autre ne tient pas le parole. vilain plaisir de dire quelque part, ou bien d'envoyer des pics quelquefois pour permettre à l'autre. C'est une manière de trahir Credo en quelque sorte. Moi je pense qu'il y a eu quelque chose au-delà de tout. Parce qu'à un moment donné, les autorités maliennes avaient eu des difficultés à pouvoir ravitailler Bamako. Et pourquoi ils avaient eu des difficultés? Parce que les Dinim avaient commencé à attaquer les camions citernes qui ravitaient. Mais si à un moment donné ça a cessé, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose. Mais les autorités maliennes ne pouvaient pas venir le dire parce qu'en le disant, elles sont en train de se discréditer en quelque sorte. Alors, donc en tout cas, ça c'est une analyse. Moi je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Vraiment, pense qu'il y a anguille sous roche. Est-ce que admettre un accord sous la contrainte des djihadistes montrerait donc la faiblesse de l'État malien? Oui, moi je pense plutôt qu'il y a une guerre de communication, une guerre qui soit assez nocive pour l'État malien, parce que les djihadistes, eux, n'ont rien à perdre dans cette guerre de communication. Et moi, je voudrais porter un peu de gants pour aller sur le terrain d'un présumé accord entre les autorités maliennes et les djihadistes du groupe Jinim. Parce que je me dis, c'est vrai également que depuis septembre dernier, donc, on a vu comment les attaques des colonnes de carburant se faisaient. À un certain moment, il y a eu un certain calme. Et ce certain calme, on ne peut pas illico presto le mettre sous le coup systématique d'un accord. Donc ça peut provenir également des efforts de sécurisation déployés par les autorités maliennes. Moi, je voudrais plutôt aller dans ce sens. Parce que vous savez, le média même qui a ventilé l'information, donc on peut mettre un point d'interrogation. Et ce média nous parle des sources sécuritaires et politiques. Si on veut nous parler des sources politiques, donc on doit nous citer obligatoirement des sources gouvernementales. Parce que vous savez, au Mali, donc je crois que... Tu es journaliste, même si tu es aussi analyste politique, il y a des sources sous couvert d'anonymat. Oui. Tu le dis quand même. Non, des sources sous couvert d'anonymat, tu dois le dire que la personne a requis qu'on ne puisse pas... Justement, ça a été fait. Non, mais moi, je crois, dans cette guerre de communication, je crois qu'on peut semer la mauvaise graine pour essayer d'entacher également les efforts de sécurisation déployés par les autorités maliennes. Je ne voudrais pas aller... Laisse-moi te rappeler aussi que ce même média est allé à la rencontre de certains djihadistes présumés qui ont été libérés. Oui, et on nous a parlé, on nous a fait parler des gens. Moi j'accorde toujours le bénéfice du doute. Je porte toujours des gants parce que vous savez, il y a des types de médias. Lorsque ces types de médias aussi veulent s'acharner sur une politique, surtout en Afrique, une politique avec laquelle on a maille à partir, c'est vite fait de pondre des articles et puis de les étoffer, de faire même parler des gens, des présumés djihadistes qui auraient été pris, qui auraient été capturés et aujourd'hui en liberté. Donc, on peut tout mettre dans ce panier-là. Mais moi, je me dis, si réellement l'armée malienne a contracté cet accord avec le groupe Jinim, donc je crois que cela ternirait l'image de ces gouvernants et cela va rompre, comme je l'ai dit tantôt dans mon premier développement, la confiance entre le peuple malien et ses dirigeants. Et vous savez, lorsque l'armée malienne a pris cette responsabilité de communiquer, l'armée malienne ne peut pas faire cette communication sans avoir eu l'accord des premières autorités du pays. S'ils l'ont fait, c'est pour dissiper un certain doute. Alors, l'armée utilise des mercenaires russes pour combattre. Est-ce que ça rendrait toute négociation aussi contradictoire? Oui, en fait, vous savez, moi je pense que l'armée ou bien les autorités maliennes compliquent la tâche pour eux-mêmes. Parce que ce soit les plus puissants de ce monde en matière d'armement, vous prenez Israël, il arrive de temps où
on échange des prisonniers contre un certain nombre de choses, que ce soit les États-Unis, même la Russie avec l'Ukraine. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Mais si lorsqu'on se dit qu'on va avoir une image inflexible qui ne permet pas de négocier, qu'on ne peut jamais négocier, on ne peut jamais faire ça. C'est ça qui rend difficile. Moi, je pense que aujourd'hui, ça va pour le Mali, ça va pour un pays frère. Et c'est ça l'intérêt. Sinon, pour ce qui concerne la communication de l'AFD ou la communication, guerre de communication, je serais à la place de ces autorités-là que nous n'allons même pas tomber là-dedans. Parce que, vous savez, il ne faut pas qu'on montre à la population comme si rien, il n'y a pas de problème. Parce qu'à un moment donné, la population a vécu cette situation. Elle l'a vécu. Ce n'est pas sur une autre planète. Mais aujourd'hui, si tel est le cas que les situations se sont arrangées par négociation, tant mieux. Si ça n'a pas été arrangé, si ce n'est pas des pistes de sécurité ou l'armée, de l'armée malienne si tel est le cas, tout le monde le sait déjà parce que on sait déjà que l'armée déploie. Je chute sur ce que vous avez dit et qu'il y a des appuis de l'extérieur, des renseignements qui viennent de l'extérieur aujourd'hui. Ils sont en train de gagner ou bien ils ont quand même la situation s'est améliorée plus qu'avant selon la communication officielle. Et c'est ce qui est bon. Les amis, les frères qui sont là-bas sont aujourd'hui dans une situation moins tendue que ce que nous savons déjà. C'est le résultat qui est bien pour vous, oui, peu pour importe moi, le moyen par lequel parce que c'est important, parce que les plus puissants négocient. C'est la guerre. Alors, on sait que le Mali, pour finir rapidement, le Mali fait face à un djihadisme endogène. Le djihadisme qui combat l'État central donc, est une coalition de plusieurs groupes internes. Est-ce que négocier avec les djihadistes peut être une solution pour le Mali de sortir de cet ancrage de terrorisme? Non, moi je pense que ça peut être une solution parce qu'au-delà de tout, je ne crois pas qu'on finira par éliminer totalement le djihadisme ou bien ces djihadistes. À un moment donné, je crois qu'il va falloir choisir celui avec qui il faut négocier et ceux qui sont un peu tempérés et négocier avec eux, connaître quand même les dessous de leur rébellion, en quelque sorte, si je peux dire ainsi, et discuter, s'il faut discuter avec eux, voir. Aujourd'hui, il ne faut pas occulter le fait que l'armée malienne a fait un effort extraordinaire dans la reconquête du territoire. Mais au-delà de ça, il faut dire que l'armée malienne n'a pas encore reconquis tout le territoire. Il y a une grande partie du territoire qui reste dans les mains de Al-Qaïda, avec le djihadisme et autres. Maintenant, il faut négocier. S'ils voient que cette négociation peut quand même apporter un plus pour la population malienne, et bon, je pense qu'il faut y aller sur ce terrain. Nous marquons une pause, Bouraïma, pour revenir après le reste des sujets.